Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi, comme vous avez pu voir, il fait un temps de chien. D'ailleurs, j'espère que vous n'entendrez pas trop les gouttes tomber sur la fenêtre. Bon, après moi, comme je vous ai dit, je suis pas du tout team été chaleur, donc tant qu'il fait moche, je me dis au moins il fait pas chaud. Ce qui pour moi est très important parce que au-dessus de 25 degrés, je meurs, littéralement. Donc voilà. J'ai envie de reprendre un peu mon petit téléphone caméra pour vous parler d'un roman que je lis actuellement et que j'ai mis en pause depuis le mois de mars, et d'une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est parti. On commence par le roman parce que ça change un petit peu de ce que je lis depuis le début de l'année. Il s'agit de Red Mars de Kim Stanley Robinson. J'ai reçu la trilogie offerte par mon amoureux l'été dernier. D'ailleurs, il y a un petit book haul où j'en parle, si vous en souvenez. Et j'ai attaqué ce roman-là début mars, juste avant de commencer le Spring Blossom Challenge. Et du coup, j'ai dû le mettre en pause le temps de faire le challenge qui se finit dans 2 semaines. Donc je vais pouvoir reprendre et je vous avoue que j'ai hâte. Pourquoi je l'ai mis en pause? Parce que il est en VO. Et j'ai beau parler anglais plutôt couramment, ce niveau de langage là avec beaucoup de vocabulaire technique et scientifique, voilà, au début j'ai eu du mal à m'y faire et du coup je lis beaucoup plus lentement que ce que je fais d'habitude. Et comme j'avais un challenge en cours, j'avais pas envie de me planter et de passer un mois entier sur un livre, parce que c'est à peu près le temps qu'il me faudrait pour finir, quoi. Donc j'en suis à peu près à la moitié et vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire un petit résumé. Cette trilogie parle donc de la colonisation de Mars par des êtres humains, mais ne vous attendez pas à lire des histoires d'extraterrestres, de guerre des étoiles ou que sais-je. Là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait tout à fait advenir dans notre civilisation. Tout est expliqué de façon plausible scientifiquement, et il y a fort à parier que le jour où on colonisera Mars, ça se passera un peu comme ça. Alors, tout commence avec une équipe qui est composée d'experts internationaux qui ont postulé pour faire ce long voyage vers Mars, et on les envoie tous passer déjà 1 an en collectivité en Antarctique pour apprendre à s'habituer aux conditions de huis clos et de vivre en communauté. Évidemment, on part avec je ne sais plus combien de candidats au départ, mais au final il n'y en a que 100 qui pourront partir, et certains effectivement ne supporteront pas la promiscuité et l'espace étouffant de l'Antarctique. Donc évidemment, de là à supporter un voyage dans l'espace où on ne peut pas juste sortir de la porte et dire j'abandonne, là, ça fait déjà une petite sélection naturelle. Dans ce groupe, on va retrouver 2 groupes qui sont vraiment leaders, 2 sous-groupes vraiment leaders, les Russes d'un côté et les Américains de l'autre. Exactement comme ce qui pourrait se produire effectivement dans la vie de tous les jours. Dans les Russes, on va avoir des gens qui sont vraiment très pointus en termes de construction, notamment, et d'astrophysique évidemment. Et chez les Américains, on va avoir un ancien astronaute qui a déjà fait une mission sur Mars, et qui donc ne devrait normalement pas y retourner pour des raisons de taux de radiation qu'il a déjà pris dans la tronche, qui risque quand même de lui causer des cancers, mais il se retrouve quand même dans l'équipe. Là-dedans, dans ces 2 groupes-là, on va avoir 2 personnes qui sont leaders et qui sont un peu les commandants de ce groupe. Et bien sûr après d'autres experts internationaux, que ce soit en botanique, en mécanique, en construction, et donc pas forcément des choses liées à l'espace, mais des choses qui sont aussi liées à la vie et à l'établissement d'une colonie pérenne. Tout ça pour vous dire que on va suivre le voyage de ces braves gens, on va suivre les relations qui vont se construire et se déconstruire entre eux, et on va aussi suivre donc le déroulement de la colonisation de la planète, du moins de l'installation de cette mission qui au départ est une mission scientifique, vouée ensuite à devenir vraiment un autre endroit pour l'humanité. Une fois que ce petit monde arrive sur la planète, des relations se sont déjà faites et défaites pendant le vol, et forcément ça va créer des frictions, des choses qui vont être un peu compliquées pour la gestion de la mise en place de la colonie. Et il est évident que si un jour on envoie des colons ou des scientifiques faire des missions
sur cette planète, c'est ce genre de choses qui va se passer. Je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Dans le lot, moi j'aime beaucoup dans l'équipe russe le personnage de Arkady qui est un peu un agitateur politique et qui lui se dit que l'occasion de créer une nouvelle société est trop belle et que c'est le moment de bousculer l'ordre établi. Et du coup les autres l'aiment pas trop, notamment chez les Américains, une des nanas qui est un peu, déjà elle est chrétienne, donc elle se prend pas mal de volets de bois vert de la part des autres scientifiques qui lui disent mais comment tu peux être scientifique et chrétienne, il y a une grosse antinomie dans ton truc. Donc il y a des discussions assez intéressantes comme ça entre les personnages qui permettent aussi de se poser beaucoup de questions nous-mêmes. Et il y a aussi une autre personnage que j'aime beaucoup qui est la géologue, dont j'ai oublié le prénom, c'est vraiment déjà un mois quand j'ai commencé le livre, et qui elle est là pour étudier les pierres sur Mars, et qui quelque part a de gros soucis avec le fait qu'on terraforme la planète et qu'on altère son statut initial. Et donc du coup, moi c'est une question que je m'étais jamais posée et je trouve ça plutôt intéressant de se demander, mais oui, mais si on va étudier d'autres planètes, on va forcément les contaminer avec notre présence et on va forcément dénaturer ce qu'elles sont. Alors qu'est-ce qui passe en premier en fait, le côté scientifique d'observation de la chose ou le côté envahissement entre guillemets par la race humaine tel un parasite sur une planète qui au final n'a rien demandé. Voilà. Donc je trouve que le roman amène beaucoup de questions, beaucoup de réflexions qui sont super intéressantes et c'est vraiment passionnant à suivre. Là j'en suis à la moitié comme je vous avais dit et j'ai hâte de reprendre la suite et je sais que quand je vais lire ça, là j'en ai encore pour je dirais 2 semaines de lecture, donc je sais que quand je vais le reprendre, je lirai que ça pendant un moment. Et c'est un peu pour ça que je l'ai mis de côté, mais certainement pas parce qu'il n'est pas intéressant. Donc, par contre, donc du coup, je vous le conseille, mais peut-être plutôt en français, hein, parce que je pense qu'en français, je l'aurais déjà fini depuis un moment, parce que le niveau de langage, comme dit, est soutenu, et il y a beaucoup de vocabulaire qui m'était complètement inconnu, parce que c'est des domaines dans lesquels je n'ai pas utilisé l'anglais au quotidien. Mais cela dit, vraiment un très bon roman de science-fiction, mais plus science que fiction, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai enfin attaqué ce petit pavé que je me suis offert à Noël. Comme quoi, je mets vraiment du temps quand j'achète des choses pour les lire, même les BD. Donc, c'est L'Âge d'Or, volume 1 de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil. Le tome 2 est déjà sorti et c'est le dernier. D'ailleurs, je pense que du coup, je vais l'acheter dans la foulée. Alors, l'intérêt principal de cette BD est qu'elle est absolument magnifique. Mais alors, je pèse mes mots, je vais vous montrer quelques planches après, mais je vous ai déjà montré dans un book haul, mais voilà quoi, c'est un voyage pour les yeux, un voyage pour les sens, vraiment magnifique, un artbook plus qu'une BD au final. Certaines planches sont hyper imaginatives, les mises en scène sont vraiment intéressantes, travaillées et super malines en fait dans la façon dont l'œil va se déplacer sur la page pour suivre l'histoire. Et l'histoire en soi, en fait elle est pas géniale. Je sais que c'est pas gentil de dire ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ma lecture, mais il n'y a rien de vraiment original en fait. Donc si vous cherchez quelque chose d'original en termes de scénario, c'est pas vraiment la BD pour vous. Par contre, si vous êtes plutôt bon public comme moi et que des histoires déjà vues et revues, ça ne vous dérange pas si c'est bien interprété, à ce moment-là, ça sera vraiment pour vous, d'autant plus que vraiment, c'est un ouvrage absolument magnifique. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle d'un royaume dans lequel le roi vient de décéder et sa fille Tilda, logiquement, va prendre la suite. Sauf que le jour de son couronnement, au final, sa mère va la trahir et essayer de la faire tuer et mettre en fait son fils sur le trône à sa place. Et ça va être en gros, l'histoire va être l'épopée de Tilda pour retrouver sa place sur le trône, aidée d'un seigneur qui était banni et récemment remis en grâce, et d'un, comment on dit déjà, un écuyer qui l'accompagne, voilà. Donc on va suivre comment elle va essayer de se faire des alliés, etc. Et passage sympa, elle va se retrouver en plein milieu d'une forêt maudite, dans une communauté de femmes qui vivent là, seules, et dans une société un peu, comment dire, idéale, dans laquelle il n'y a pas
de hiérarchie et chacun est égal à l'autre et on travaille ensemble pour faire à manger, pour s'éduquer, pour s'ouvrir l'esprit, etc. Enfin vraiment la communauté hippie féministe, vous voyez le genre quoi. Et pendant qu'ils sont hébergés dans cette communauté où ils vont soigner les blessures de Tilda dans sa fuite, etc., une nonne est présente pour étudier des textes, notamment un texte qui parle du fameux âge d'or dans lequel l'humanité peut se développer tout en arrêtant d'asservir les autres. Vraiment le truc utopique. Il se trouve que cette nonne, en fait, n'en est pas du tout une, mais est un homme, j'ai oublié son nom d'ailleurs, j'oublie le nom, c'est une catastrophe, et qui est en fait un gouverneur d'une province qui aimerait bien appliquer ses préceptes à sa province, justement. Voilà, donc du coup, vraiment, c'est une quête de reconquête de trône. Et voilà, c'est pas le côté le plus intéressant, je trouve, du livre, mais pour moi, c'est vraiment le mélange avec la patte graphique qui est extraordinaire et la façon dont s'est articulée l'histoire autour de ces dessins. D'ailleurs, du coup, je vais vous montrer quelques planches. Peut-être que ça vous donnera envie de vous plonger dans cette histoire. Is that our cause? Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Vinted. Voilà tout ce que j'ai acheté il me semble au mois de mars ou d'avril, je sais plus, sur Vinted. Et j'en ai jamais parlé nulle part, donc allons-y, c'est l'occasion de détailler un petit peu ces achats. Alors, je commence avec le premier qui est Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est donc un classique de la littérature gothique et vampirique du 19e siècle, que j'ai bien sûr pas encore lu. Tout ce que je sais, c'est qu'on va parler ici de l'amitié entre la jeune Laura et Carmilla, qui est une femme mystérieuse, insondable, volatile, dirais-je, et qui n'apparaît que la nuit. Voilà, donc du coup, je sais déjà que ça va me plaire, ça va se lire très très vite, hein, ça fait 120 pages. J'adore la littérature gothique, j'adore la littérature vampirique, donc je sais que c'est pour moi, et franchement, d'occasion et à tout petit prix, faut pas se priver pour ce genre de choses. Je me suis ensuite dégoté le livre secret des sortilèges de Deborah Harkness, qui est un tome 1 d'une trilogie dont je n'avais jamais entendu parler. En fait, j'ai craqué sur ce livre parce que j'avais envie de regarder la série télé A Discovery of Witches, et malheureusement, elle n'est pas disponible sur les plateformes auxquelles je suis abonnée. Donc je me suis dit que par défaut, j'allais au moins lire le bouquin et attendre que ce soit dispo un jour pour regarder la série. Donc ça parle de sorcellerie, donc c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Là, c'est un beau bébé de 800 pages. Je pense que ça va être un sacré petit pavé à lire. Donc, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Diana, qui est héritière d'une longue lignée de sorcières, mais elle, de son côté, elle a décidé de vivre une vie normale et donc de continuer ses études, faire ses petites recherches universitaires, etc. Jusqu'au jour où elle tombe sur un manuscrit. Comment on appelle ça? Oui, un manuscrit alchimique, dit-on sur la 4e de couverture, qui va la pousser à réveiller un pouvoir ancien. Voilà. Ça m'a l'air assez classique en fait au niveau du scénario, mais je me dis que pour que ça ait été suffisamment intéressant pour être adapté en série, ça peut être pas mal. On retrouve d'ailleurs au casting des acteurs qui étaient dans Downton Abbey, que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que ça peut beaucoup me plaire et que la série va aussi beaucoup me plaire. Bref, j'ai hâte de me lancer là-dedans. Je me suis dégotée aussi pour 3 fois rien la trilogie du Chant des sorcières de Mireille Calmel. C'est une autrice dont j'entends
parler partout depuis des années. Il y a ceux qui l'adorent et qui lisent tout ce qui sort et ceux qui la détestent. Elle est un peu spécialisée dans les romans historiques avec des protagonistes féminins. Il y a notamment sa duologie sur Aliénor qui est très réputée et que bien sûr je n'ai jamais lu quoi que ce soit cette autrice. Et je me suis dit que là, j'avais la trilogie complète dans un état, mais je ne pense même pas que ça a été lu, c'est impeccable. Pour moins de 10 €, bon, on va tenter, et puis celui-ci parle de sorcières, donc ça va forcément me plaire, j'espère. Donc l'histoire se passe au XVe siècle et on suit une jeune femme qui s'appelle Algonde, qui est une paysanne, et qui va se retrouver mêlée à une histoire invraisemblable dans le château de son seigneur parce qu'elle ressemble à une fée. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est quand même une trilogie qui a pas mal bonne réputation, donc j'espère que ça va me plaire. Si ça se trouve, ensuite, je vais vouloir, comme les autres, lire tous les romans de Mireille Calmel, ou alors je vais détester et puis on en restera là. Verdict dans quelques mois quand j'aurai englouti tout ça. Voilà, c'était mes petits achats d'occasion de ces derniers mois, je pense. J'ai encore pas mal de livres dans mon gros book haul de ces 3 derniers mois à vous présenter, mais comme d'hab, j'essaye de pas trop vous assommer, donc ce sera pour une autre fois, et puis je vous reprendrai sans doute un peu plus tard dans la semaine. Bonne journée! I need to not pick up my phone. I'll go straight to airplane. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. De mon côté, je vais sans doute faire une petite pause YouTube, parce que j'arrive pas à y trouver de la satisfaction en ce moment, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Donc je quitte pas les réseaux sociaux pour autant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram ou TikTok ou ce que vous voulez, vous avez les infos dans la description. Et puis je vous dis quand même à bientôt, et je vous fais de gros bisous, bye bye!